Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle saison de E-Teachers. Salut Jeff, salut les deux Seb. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et ben voilà, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison puisqu'on est reparti pour un certain nombre d'épisodes en essayant d'être le plus régulier possible. Et bah voilà, je crois de continuer à passer de bons moments ensemble. On a eu pas mal de bons retours sur la saison précédente, donc on va essayer de continuer de faire la même chose. Ouais, une saison 3, on repart sur une saison 3. On repart avec les mêmes tous les quatre. Je sais pas si on en profite pour se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, si tu veux, vas-y, bah, je t'en prie, commence. Bon, alors moi c'est Jeff. Je suis enseignant donc en techno collège à côté de Saint-Étienne à mi-temps, et l'autre mi-temps je suis formateur donc à la Dan de Lyon. Voilà. Guillaume, D'accord. Eh Guillaume, ben, ouais, vas-y. c'est parti. Et ben, moi, c'est Guillaume, donc, hein, et puis, bah, pareil, je suis enseignant en collège aussi à mi-temps, et l'autre mi-temps, je suis aussi formateur, alors pas tout à fait pareil que toi, et je m'éclate avec ces effets, je suis désolé, ça arrive tout seul, j'ai rien demandé. Euh, pardon, oui, on dirait pas, mais je suis formateur euh, à l'ESP. L'ESP, vous savez, c'est ce qui est maintenant l'IEFM, enfin anciennement l'IEFM, voilà, l'ESP, maintenant ça s'appelle l'ESP pour l'école des profs. Voilà, mais je suis sérieux d'habitude, hein. Voilà, désolé. Seb? Et ouais, lequel? Seb, Seb à New York et Sébastien du côté de Nice. Alors je vais y aller. Donc moi je suis prof de FLE, donc français langue étrangère, hein. J'enseigne le français à ceux qui ne le parlent pas ou pas encore assez bien selon eux. Et donc j'enseigne à New York et puis je participe aussi à d'autres blogs, notamment à Jito avec plein de trucs dessus, donc agi.to et aussi de temps en temps sur Tensentu occasionnellement. Qu'on vous recommande fortement. Et bah, le dernier Seb, du coup, qui lui est bien en France aussi. Oui, oui, du côté de Nice, mais j'enseigne à Menton. Et j'enseigne en primaire, et cette année, c'est un niveau CP, voilà, tout simplement. Pas Bon, d'activité à côté. comme vous l'aurez compris, pour ceux qui prendraient ce podcast pour la première fois, nous sommes tous les trois intéressés par l'enseignement et les outils, on va dire, j'ose même plus dire nouvelles technologies, mais en tout cas les outils numériques qui y sont liés. Et c'est bien là l'idée du podcast, de partager un peu nos trouvailles. Donc on va essayer d'organiser comme l'année dernière l'émission autour de plus ou moins de rubriques, même si ça reste assez libre, hein. On va parler un peu des outils qu'on peut trouver au moment où on prépare l'émission, qu'on utilise régulièrement. On va parler aussi un peu d'actualité du numérique, des innovations, des projets innovants. Et on termine toujours avec notre petite rubrique pour parler d'autre chose qui, comme son nom l'indique, ne traitera pas de numérique éducatif. Voilà. Voilà. Euh, J'en profite aussi pour faire un petit rappel aussi sur le comment retrouver les épisodes, etc. Vas-y, rappelle, pour l'instant, je me mets un Donc temps. on essaye de faire un live en tout cas une fois tous les 15 jours habituellement, avec des invités ou tous les quatre, voilà justement. Ensuite, si vous voulez louper aucun épisode, c'est sur eteachers.fr. Vous pouvez mettre votre mail pour recevoir tous les épisodes, ou avec une petite application sur votre téléphone de podcast. Vous cherchez eTeachers et vous nous trouvez. Et après, sur tous les réseaux sociaux, on se trouve, hein, Facebook, Twitter, etc. Voilà. Très bien. Alors, l'idée Ouais, de, t'as rappelé le lien du live aussi? eteachers.fr/live. Tu as bien fait. L'idée aussi de l'émission, et on le fera encore cette année, bien évidemment, c'est toutes les deux émissions, peut-être, en tout cas une émission sur deux, essayer hein, Essayez. d'inviter des invités. Qu'est-ce que je parle bien? J'ai perdu l'habitude. D'inviter des personnes qui seraient aussi des collègues en général intéressés pour partager leurs expériences liées au numérique éducatif. On a eu vraiment plein de gens super intéressants l'année dernière. Moi, j'ai fait mon marché un petit peu cette année au colloque Cyberlang, donc j'ai quelques contacts de personnes qu'on pourrait inviter encore. Mais si vous avez des trucs à partager, n'hésitez surtout pas. Ouais, tout à fait. On essaiera, en tout cas, je sais pas si on alternera à chaque fois, mais en tout cas, on essaiera. Voilà. Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, ma foi, je crois qu'on va attaquer cette nouvelle émission avec les outils, c'est ça? Avec les outils. Et c'est, je crois, moi qui attaque, c'est ça? Ah Ouais. bah si tu le Je sais souhaites. pas, dans l'ordre, c'est marqué, hein, c'est moi. On suit l'ordre cette année, il faut pas Voilà. déconner. On Faut pas suit. déconner, hein? Allons-y, très bien.
Alors, je voulais parler un petit outil que j'ai découvert récemment, alors que j'ai essayé moi-même et j'ai pas encore fait essayer vraiment en classe, mais c'est un outil assez nouveau qui s'appelle GoFormative, avec l'accent français. Alors, aussi, on essaie de partager, pour ceux qui nous suivent en vidéo, de partager l'écran, hein. J'ai perdu peut-être un petit peu la main, mais on va retrouver. Alors, Go Formative, je vais essayer de retrouver. Je suis un petit peu long, hein, j'ai perdu la main de retrouver. Donc, c'est goformative.com, l'adresse. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un énième site où on va pouvoir faire du quiz. Mais je cherchais, moi, quelque chose où il n'y avait pas besoin d'inscription. Pourquoi? Souvent, tout ce qui est outils pour créer des quiz pour nos élèves, il faut souvent soit inscrire les élèves, soit faire une base de données élèves, etc. Moi, je cherchais un truc beaucoup plus simple et quelque chose de gratuit aussi. C'était aussi la truc, parce qu'on en trouve des outils comme ça un peu plus payants. Celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, on va créer tout simplement un quiz des plus classiques. On va avoir du choix multiple, hein. On va avoir du vrai-faux, du oui-non, des choses assez simples. On va pouvoir insérer une vidéo à l'intérieur, on va pouvoir faire des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est du assez classique, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. On va pouvoir insérer un document, hein, j'ai vu qu'il acceptait à peu près tous les documents, hein, même des points doc, des choses comme ça. Pas de souci. Et on va pouvoir. Alors, la petite chose qui est pas mal, ils appellent ça. Alors, c'est tout en anglais, hein, je sais pas si vous le voyez. En anglais, il y a un truc qui s'appelle Show Your Work. Alors, ça, c'est pas mal. Ça va permettre à l'élève de dessiner quelque chose à l'écran. Alors, l'élève va lui le consulter soit sur une interface web, hein, sur ordinateur, soit avec par mobile. Alors, c'est pas une application, mais en tapant l'adresse, hein, on appelle ça une web app, hein. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc là on va pouvoir créer notre truc tranquillement. Une fois que c'est créé, on va pouvoir pour le diffuser, c'est assez simple. On va avoir un lien, je vais cliquer dessus, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un lien ici, tout simplement, à partager aux élèves. Une fois qu'on a ce lien là, ils vont rentrer ici et ils vont pouvoir faire le quiz. Alors je vais essayer de vous faire voir à quoi ça ressemble le quiz. Donc on a la petite vidéo, on a notre petit matériel ici, on va répondre. Ah oui, j'ai peut-être pas dit, mais on va pouvoir mettre aussi des points par réponse si on veut vraiment une évaluation avec une vraie évaluation, quoi. Voilà. On va pouvoir donc rentrer du texte, d'accord, tout simplement. Et on va pouvoir faire aussi, c'est ici que je vous disais, on va pouvoir dessiner. Hein, par exemple, on nous dit, là j'ai posé une question, on va pouvoir dessiner la réponse, tout simplement. Et on va pouvoir donc voir tout ça. Une fois qu'on aura fini, on fait Submit. Donc l'élève, il aura juste à rentrer. Je lui demande son nom et son prénom au départ. C'est tout. Pas de mail, rien du tout. Ce qui va permettre, moi, de récolter après tout le travail des élèves. Et tu récoltes ça comment, ces résultats? C'est un fichier? Alors, C'est je vais te faire en voir. ligne? Non, c'est pas un fichier. Tout est en ligne, hein, directement sur Formative. Je vais essayer de te faire voir ça. Voilà, dans Live Result, on va pouvoir avoir toutes les réponses. On va par exemple ici, on a nos premières réponses du choix multiple. Ici, on va pouvoir les réponses par là c'était simplement une réponse libre et on va pouvoir même avoir les différents dessins, vous voyez, que les élèves ont fait. Voilà, je Ok. trouve. Et tu récoltes les résultats Alors, test par test. Si tu as fait par exemple 4 tests dans l'année, tu peux avoir une synthèse des 4 tests ou pas trop? non, j'ai pas trouvé ça. Non, a priori non. D'accord. Alors c'est test après test. Un truc que j'ai pas pensé, c'est pour noter. Là, on va cliquer dessus, on va pouvoir, en fonction du dessin aussi, mettre une note. Voilà, j'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal. Quel avantage par rapport à des trucs comme Socrative, justement, choses comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? À part le dessin, effectivement. Il y a le parti dessin et puis je trouve le côté partage vrai plus simple que Socrative finalement. Il faut pas d'appli, il faut rien du tout, juste un partage, un lien et clac c'est parti quoi. Je trouve assez simple là-dessus. Et Socrative, donc Socrative pour ceux qui connaissent, moi je m'en sers beaucoup pour le live Socrative, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, voilà, là non, on va pouvoir le faire, on pourrait presque donner ça à quelque chose en dehors du cours, quoi. Ah ouais, tu t'en sers plus pour de l'asynchrone en fait. Voilà, plus là-dessus, ouais, que du live.
Je le trouve plutôt intéressant en tout cas. Totalement gratuit, bizarrement, parce que je trouve que on a des produits comme ça qui sont payants et qui donnent à peu près la même chose. Jusqu'à là, en tout cas, c'est totalement gratuit. Et en anglais, par contre. Ouais, bah ça c'est pas mal. Pour les Ouais. fameuses 2 pays, pour la réforme et nos travails transdisciplinaires, ça va être super. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si j'étais convaincant en tout cas là-dessus, mais voilà. Écoute, ça a l'air assez intéressant. Je crois qu'il en existe énormément de ces Mhm. solutions maintenant, là, de plus en plus, qui proposent ce genre de truc. C'est marrant puisque mon outil après que je présente est un peu dans la même idée. Euh, Voilà, et je l'ai découvert, tu vois, par rapport à ça. Moi, ce qui me gonfle, c'est de mettre des mails, de mettre des listes d'élèves, tu vois, de tout. Voilà, là, c'est Tout vraiment, il à y a fait. rien. T'as pas Tout besoin de à faire fait. ça, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'élève rentre son nom et directement, voilà, c'est bon. J'avais présenté l'année dernière Stoodle, qui est un tableau blanc collaboratif pour les tablettes, entre autres, et qui Mhm. fonctionne un peu dans le même principe. Alors c'est plus compliqué parce qu'il fallait partager une adresse, donc il fallait quand même que les élèves se loguent sur un navigateur, tapent l'adresse. Donc des fois les adresses, quand elles sont un peu alambiquées, c'est jamais évident. Voilà, et Ou puis alors il faut les réduire, là, quoi. justement, pour partager, il y a une autre chose encore mieux, il y a un code. Je ne peux pas parler. Il y a un code, on va sur je crois que c'est goformative.com/join et vous rentrez le code et là directement tu vas dessus aussi. C'est une autre façon aussi de partager. Ok, Voilà. bon. Bah du coup, Et je ça, vais, et ça marche très bien sur smartphone et tablette. je vais peut-être enchaîner du coup avec ce que je voulais présenter, puisque ça s'y rapproche un peu. Si tu le veux bien. Bien sûr, vas-y. Merci. Je vais vous parler en fait moi de Nearpod. Alors Nearpod, c'est un outil. Bon, l'idée du projet, c'est que quand j'ai commencé à faire mon expérimentation tablette, j'avais envie de faire un truc avec les tablettes qui était en fait de diffuser sur les tablettes des élèves une image. Enfin, pour diffuser plutôt que de passer par le vidéoprojecteur. Parfois, quand on travaille vraiment sur des images qui ont besoin de description un peu précise, parce que des fois au vidéoprojecteur, moi j'ai des classes de 30 cette année, hein, quasi. Hein, donc quand j'ai les élèves au fond de la classe, et ben sur des textes, des choses comme ça, c'est pas évident pour eux de voir. L'idée, c'était d'avoir ça, ou même un PowerPoint, tout simplement. Le problème, c'est que je voulais pas qu'ils aient forcément la main dessus. Donc, j'utilisais SlideShare, c'est-à-dire qu'en gros, je diffusais mes diapositives, ils les voyaient apparaître en temps réel sur la tablette, et des fois, ils pouvaient interagir, je pouvais leur demander des petites choses, mais ça se limitait. Il existe maintenant, là, donc Nearpod, je vais vous partager l'écran, qui fait un peu la même chose avec avec beaucoup plus de fonctions. Alors bien sûr, comme mon ordinateur est neuf, il me demande un truc. Vous voyez mon écran ou pas là? Ouais. Allez, super. Donc par exemple, là, imaginez que vous ayez des tablettes vers vous. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je peux lancer en fait ma projection, my live session, en imaginant que vous avez des tablettes. Donc vous pourriez rentrer ce code qui apparaît, ça c'est ce que vous donnez à votre élève, hein. Vous voyez, c'est 5 lettres, c'est super facile. Eux se connectent bien sûr au site d'abord ou à l'application, parce qu'on peut le faire soit d'un ordinateur, soit de tablette, soit de téléphone. Ils se connectent et ils arrivent en fait devant. Alors là, on me demande, hein, des gens en attente, des élèves en attente de se loguer, on leur demande leur nom aussi la première fois. Bon, je ne sais pas si ça a fonctionné, j'avance. Donc si j'avais des élèves logués, voilà, vous verriez en fait les diapositives qui apparaissent comme ça sous les yeux. Donc pendant le cours, là, on est bien dans du synchrone. Donc vous pouvez les faire apparaître tout ce que vous voulez, des images, des PDF, tout ce que vous voulez, bien évidemment. Et puis surtout, vous pouvez en plein milieu de la présentation demander des interactions. Donc après, j'ai volontairement, ah oui, on peut faire apparaître des vidéos. Là, j'ai mis une vidéo d'un artiste dont je parlerai plus tard dans l'émission, Frank Turner. Donc bien sûr, la vidéo peut être lancée. Et suite à du contenu que vous donnez à vos élèves, hop, vous pouvez leur demander d'interagir en leur demandant. Alors là, c'est le point de vue du prof, donc on voit pas, mais sur la tablette apparaîtrait une question à réponse libre, et je verrai toutes les réponses qui apparaîtraient. Vous pouvez aussi demander, bien sûr, des vrais faux, des QCM, et du dessin aussi. Vous pouvez demander aux élèves de dessiner, on voit tout qui apparaît. Donc en fait, c'est assez simple comme principe, hein, c'est une manière d'engager un peu plus les élèves dans le processus d'apprentissage, si je puis dire. Eux n'ont pas la main, hein, sur les diapos. Il y a des modes où on peut leur laisser, c'est-à-dire qu'ils avancent à leur rythme, mais là, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment de dire, plutôt que d'avoir tout au vidéoprojecteur, on suit ce que le prof dit et les élèves peuvent interagir avec les tablettes. Voilà. Voilà un petit peu l'idée de Nearpod. C'est tout à fait gratuit aussi. Voilà.
Tout est gratuit aussi. Ouais. D'accord. C'est tout gratos, c'est tout gratos. Ça marche pas mal en fait, hein. Je l'ai testé moi par exemple en langue. Là, l'idée c'était de. Aujourd'hui, il y avait juste une description d'une jeune fille à faire, classique de rentrée, enfin de plusieurs images à décrire. Donc l'image, il l'avait sous les yeux avec la tablette. Après chaque description, je pouvais leur demander directement de me faire un petit recap par écrit de ce qu'on avait dit à l'oral. Tout de suite, je récupérais toutes les infos d'écoute des élèves. Hop, après on avançait sur une autre diapositive. Ils ont le son, donc ils peuvent l'écouter tout de suite individuellement aussi. Moi, je déclenche la lecture. Vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire, quoi. Quand on parlait de balado-diffusion, où en fait on était toujours entre vraiment l'autonomie complète ou la lecture de classe, mais du coup les élèves écoutent sur 2 enceintes. Là, on est un peu entre les deux. Chacun écoute individuellement un truc que moi je contrôle en fait. Voilà. D'accord. Ouais, ça revient aussi un peu à l'idée dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, de tableau blanc interactif Ouais. qu'on partage comme ça. Mhm. Et je sais que Tisman en a présenté un il n'y a pas très longtemps aussi que j'ai envie de tester aussi. Je sais plus comment il s'appelle, je pourrais retrouver le nom d'ici la fin de l'émission. Mhm. Mais ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai souvent ce problème-là de pas avoir un super bon son dans les classes et tout, et donc le fait qu'ils aient leur tablette, leur casque, ça peut être pas mal. Et puis pour sans parler de gérer quelques déficiences parfois auditives Ouais, ou tout à fait. visuelles, ça peut être pratique. Complètement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, Nearpod. Et nous voici de retour. Excusez-nous pour cet incident technique. Vous voyez, c'est du live, c'est la magie du live, vraiment. Bon, ça Oui, la tombe magie bien. du direct. C'est les magies, ouais, les joies du direct. Désolé pour les deux auditeurs en ligne, les deux spectateurs, pardon. J'espère que vous n'en aurez pas trop. Pour les autres qui écouteront ça en podcast, normalement, vous ne devriez même pas le sentir passer. Bien, je sais pas trop où ça a coupé, donc du coup, si jamais vous avez pas entendu la fin de Nearpod, et ben voilà, allez voir Nearpod, un super outil donc pour vraiment augmenter les interactions avec les élèves et je pense les engager un petit peu plus dans leur processus d'apprentissage. Voilà pour mon petit outil, et ben un des deux Seb, à vous la parole. Allez, vas-y. Ah ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, je me lance. Donc, moi, je voulais vous parler de Quizlet. Quizlet, c'est un outil pour faire travailler le vocabulaire, plutôt pour les langues, hein, ce qui est un peu mon domaine. Et Quizlet, ça permet de faire ce que les Américains adorent, pas les Américains, mais peut-être les Anglo-Saxons en général, c'est-à-dire des flashcards. Donc, c'est des petites cartes. Et il faut essayer de se souvenir. Enfin, on apprend en regardant des flashcards. Donc, Quizlet, ça vous permet de créer ces flashcards donc pour du vocabulaire. Je vais dire vocabulaire parce que pour moi c'est une de ses limites. Donc quand vous créez un quiz, donc pour ceux qui voient c'est assez simple, hein, vous vous inscrivez sur le site de Quizlet et puis vous pouvez ensuite créer des classes, créer des dossiers et bien sûr créer ici un set, donc study set, c'est un deck de cartes en fait. Donc moi j'en ai créé déjà 2. L'intérêt de créer des classes, c'est de pouvoir attribuer les sets de cartes, les jeux de cartes en fait, à des classes pour s'assurer que ce soit bien haut niveau. Et puis l'intérêt de faire des dossiers, eh bien c'est de pouvoir les regrouper par thème. Donc pour créer un set de cartes, c'est assez simple. Vous appuyez juste sur le petit bouton qui est en haut de l'écran, au centre, hein, qui s'appelle Create a Study Set. Et puis vous allez avoir tout simplement une liste avec 2 colonnes. Et vous pouvez choisir donc la langue. Moi j'ai choisi français des 2 côtés. Vous avez donc les mots dans la colonne de gauche et puis les définitions dans la colonne de droite. Donc on peut, à la base, hein, je vous dis, c'est plutôt pour des Américains. Ils ont ça pour des petits concours de vocabulaire. Donc ils doivent mettre un mot et mettre la définition et puis ensuite les associer. Alors, quand vous faites ça, donc moi je l'ai fait dans le cadre du français langue étrangère. Ce que j'avais fait, c'était de mettre évidemment un mot en français et sa définition en français. Mais on pourrait imaginer si vous voulez travailler avec de la traduction, de mettre la traduction dans une autre langue,
Là, si je change, hein, je peux choisir anglais, espagnol, etc. Donc il n'y a pas trop de soucis. Il y a plein de langues qui sont possibles. Et de créer ainsi votre liste. Et puis après, votre liste, vous pouvez facilement la partager avec des apprenants. Alors comment se fait le partage? Eh ben, quand vous prenez quand vous avez terminé de créer votre set, votre jeu de cartes, vous pouvez le partager avec un simple lien. Donc là, je vais prendre celui que j'ai fait sur l'éducation. Et vous envoyez ce lien à vos apprenants. Donc ils n'auront pas besoin de s'inscrire pour accéder au service. Donc typiquement, si je le partage, eux vont juste arriver dans une fenêtre, et puis donc c'est ici, hein, vous voyez les outils, on peut le modifier, on peut l'ajouter à une classe, l'ajouter à un dossier, l'imprimer, etc. Et quand vous faites partager, vous pouvez déjà partager sur les réseaux sociaux, sur Google Classroom qui est intégré, donc ça va commencer à arriver, hein, il va falloir faire attention, et puis vous avez une petite URL qui est là, donc typiquement si j'ouvre une fenêtre en navigation privée, donc il va pas savoir que c'est moi, hein, évidemment. On va pouvoir facilement accéder à ce set en tant qu'apprenant. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir regarder ces flashcards pour les mémoriser. Bien sûr, c'est disponible sur téléphone, sur tablette, tout ça. Donc on a différentes options ici en tant qu'apprenant. Donc si je commence par flashcard, un petit peu comme ça, je vais avoir mes cartes qui vont défiler une par une. Alors là, c'est un petit peu lent pour ceux qui suivent la vidéo, je suis désolé, mais pas de souci. Voilà. Et donc vous avez la carte, automatiquement vous avez l'audio qui se joue, donc c'est une voix de synthèse, mais qui est pas trop moche. Et puis vous pouvez donc cliquer pour retourner la carte. Et vous avez donc la définition, et la définition est lue aussi en audio. Donc voilà, et puis vous faites défiler vos cartes comme ça au fur et à mesure. Là il y a 32 mots qui sont comme ça. Vous avez ensuite différentes options avec par exemple ici apprendre. Donc ça il faut le montrer un petit peu à vos élèves, hein, mais ça c'est pas mal. Alors là on le voit, hein, je suis pas connecté, mais donc ici je vais pouvoir mettre donc je vois école de 3 à 5 ans, on peut ajouter des images pour aider, hein, donc là je vais pouvoir mettre école maternelle. Voilà. Et je vais faire une réponse correcte. Non, c'était faux. C'était l'école maternelle. Vous voyez, des fois c'est un peu salaud au niveau il faut écrire exactement la bonne chose. Mais vous voyez que je comptabilise un petit peu les termes corrects et incorrects. Et si vous avez un compte, eh bien, quand vous faites les différentes activités que je vais présenter, il va avoir tendance à présenter plusieurs fois, plus souvent les cartes sur lesquelles vous vous êtes trompé que les cartes sur lesquelles vous avez souvent des résultats corrects. Donc ça c'est pas mal. Il y a un petit jeu d'orthographe. Donc cette fois quand vous avez une carte, vous entendez le son, vous avez la définition, voilà. Et oups, pardon. Donc vous devez taper ce que vous entendez. Donc voilà, j'ai la définition qui est là, l'image, et puis j'entends un collège, donc je vais taper un collège, etc. Je peux rejouer l'audio et puis ralentir un peu la langue aussi. Ça c'est pas mal. Et après, ça c'est une partie que j'aime bien, c'est la partie test, c'est-à-dire que lui, avec toutes les données que vous avez rentrées dans vos cartes, il va organiser un petit quiz. Donc il fait ça de manière aléatoire, automatique, en plusieurs types d'épreuves. Donc jusque là, moi tout ce que j'ai fait, c'est de rentrer mes noms, mes définitions, et puis de choisir parmi des images qui me sont proposées pour illustrer la définition. Ça se fait avec le moteur de recherche Google, et vous avez un choix de 7 images. Donc parfois je l'en mets si je trouve que l'image est assez pertinente. Si je trouve qu'elle l'est pas, bah, dans ce cas-là je mets pas d'image du tout, et puis tant pis pour eux. Et donc pour la partie test, eh ben, vous avez donc des définitions, il faut écrire le mot. On a ensuite des exercices de correspondance avec A, B, C, D, E et puis les mots qui sont en face. Des questions à choix multiples. Voilà. Des questions vraies ou faux. Et puis après, vous n'avez plus qu'à soumettre vos réponses pour voir le score que vous avez obtenu.
Après, il y a encore deux autres petites options qui sont alors le Scatter, c'est un jeu un peu comme le Memory. Donc vous avez les mots, les définitions, et puis il faut le faire en un temps le plus rapidement possible. Donc quand vous cliquez sur deux choses, et ben vous faites disparaître les cartes. Donc ça c'est pas mal. Donc si je fais ça, je sélectionne ça. Et ça, normalement, ça devait... Ah non, pardon, c'est moi qui fais une bêtise. Il faut faire glisser dessus. Voilà. Hop. Et normalement, ça devrait disparaître si c'est correct. Si c'est pas correct, ça disparaît pas. Et c'est en temps limité. Et puis vous pouvez donc comparer les scores avec les autres de la classe. Ouais. Mais alors, toi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au départ, tu crées juste des associations c'est ça, entre les images, les textes. Voilà, je mets juste la liste de vocabulaire et les définitions. Je pourrais mettre des synonymes aussi. Je pourrais travailler sur des synonymes, genre faculté, université, etc. Mais le test, toi qui l'as créé ou si c'est créé? Non, je ne crée pas le test. Il se crée de toutes les activités d'apprentissage, le jeu d'orthographe, tout le se crée test automatiquement. complet, ça, tout se crée automatiquement. Toi, t'as rien à faire. T'as juste à fournir le lexique en fait que tu veux. Voilà, c'est ça. Ouais, mais alors le choix multiple, il marche comment? Il se débrouille tout seul pour les réponses choix multiples, ouais, ça. En fait, pour le choix multiple, il va prendre plusieurs définitions aléatoires et puis il va le mettre en face d'un mot de vocabulaire que tu as mis. Donc il prend tes données de base et il en fait des activités. Et ouais, c'est vachement bien foutu. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que je connaissais un petit peu Quizlet, mais j'étais jamais rentré comme ça dedans. Ouais. Bah ouais, alors moi honnêtement, j'espérais le hacker un petit peu, en me disant tiens, je vais pouvoir travailler sur les prépositions, en associant par exemple tous les verbes qui se construisent avec la préposition de, avec la préposition à, etc. Tu vois. Et malheureusement, c'est pas possible parce que c'est vraiment une carte associée à une autre. Ouais. Donc si tu as plusieurs verbes associés à la préposition de, bah ça va pas marcher. Mais tu peux quand même trafiquer un petit peu si par exemple tu mets un verbe et sa conjugaison, tu vois. Donc par exemple tu mets l'infinitif de pouvoir et puis tu vas mettre je peux en face, tu vois. Ouais. Tu peux le détourner un petit peu pour le rendre un peu plus grammatical que purement lexical. Alors, mais c'est quand même prévu pour le lexique à la base. Et juste un dernier point, excuse-moi de t'interrompre, mais ce que je fais moi pour ces listes de vocabulaire, c'est qu'en fait j'ai ma fenêtre Quizlet qui est ouverte pendant mon cours, et tous les mots de vocabulaire que j'écris au tableau, et ben en fait pendant le cours rapidement, tu sais, je les rentre dans la liste. Et après, je le retravaille plus tard chez moi, je le laisse à l'état de brouillon pour remettre en face soit des définitions, soit des synonymes. Comme ça, j'ai vraiment le vocabulaire qu'ils ont travaillé en cours. D'accord. Et tu partages le tout, tu peux partager que le test, le petit jeu d'association, le petit... Comment tu... Alors, tu partages ta liste de vocabulaire. Tu partages ta liste de vocabulaire, d'accord. Ouais, et avec ta liste de vocabulaire, eh ben les apprenants vont faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu partages donc une liste de vocabulaire, soit avec une classe, soit avec des gens, tu vois, t'envoies par email. C'est pas mal parce que nous, on va essayer de le construire collectivement, tu sais, comme on construit notre matériel de cours ensemble avec mes collègues. Et ben, on va essayer de se faire des petites listes Quizlet qu'on se partagera entre eux et donc on mettra le lien dans nos documents de cours. Et puis, on pourra essayer de les améliorer comme ça au fur et à mesure des cours qu'on donnera, quoi. Et si tu as besoin des retours des apprenants, il faut qu'ils aient un compte par contre. C'est ça ? Ouais, il faut qu'ils aient un compte, il faut que tu ouvres ta classe en fait. Il faut que tu ouvres ta classe, mais dans ce cas-là, c'est un peu moins partageable avec des collègues parce que ta classe est associée à toi en tant qu'enseignant, si tu veux. Donc partager les résultats, tout ça, c'est pas. Moi, j'ai pas trop exploré ce côté-là, mais ça paraît quand même plus limité que simplement le partage de liens pur et simple. D'accord. Alors moi, je m'en sers pas mal avec les élèves pour. Pardon, j'avais pas vu. Désolé pour ceux qui nous écoutent en audio. J'explique juste, Guillaume, il s'amuse avec un petit jeu là où il se met des petites lunettes sur la tronche. C'est
Voilà, bon. C'est génial. En fait, le truc, c'est que je me disais, ça marche pas parce que je pense que la bande passante est bien utilisée. Donc, ça fait plusieurs fois que je cliquais tout à l'heure quand j'ai rien à dire. Et c'est arrivé au moment où je parlais. Pardon. Je disais que j'utilisais Quizlet pas mal pour travailler aussi la prononciation parce que vous pouvez aussi avoir du coup la phonétique des mots, les entendre automatiquement. Pareil, ça marche surtout en anglais, ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Comme en tant que prof d'anglais, je m'en sers pour ça, faire des associations de sons et c'est vraiment super bien, quoi. Et c'est assez rapide à utiliser. Ouais, et puis bon, ça se limite pas aux profs de langue. Hein, Ah non, moi j'ai plein Seb d'idées. Ouais. connaît bien la transversalité de la langue et puis donc l'apprentissage de la langue dans toutes les matières. Du coup, ça peut être sympa aussi, quoi. Tout à fait. Bon, Mm. bah écoute, Ouais. Bon, c'est Quizlet, intéressant. c'est vrai que c'est assez rigolo que depuis enfin 2 ans en complet, on n'en est pas parlé parce que pour coup c'est un outil qui est assez vieux maintenant quand même. Hein, Ouais, c'est pas neuf. Hein, ouais. et c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué Quizlet, donc ma foi, super, tu fais bien de le faire. Seb, l'autre Seb, à toi de nous parler Oui. de ton outil du jour. Oh, bah, mon outil du jour, vous le connaissez, hein, c'est Evernote cette année, encore. L'année dernière, j'avais bricolé avec Evernote, je m'en étais fait mon ENT à bas prix, à bas coût et accessible facilement. Et je dirais dans le même élan, j'avais utilisé un autre service qui s'appelait Postachio et qui me permettait à la base, à partir d'un des carnets d'Evernote, de créer un blog. En fait, c'était Postachio, il récupérait les notes qu'on mettait dans un carnet et il les mettait en forme pour que ça apparaisse comme un blog. Bon, ça fonctionnait très bien, j'étais très content. Et puis un jour, j'ai reçu une jolie lettre de chez Postachio me disant: cher utilisateur, nous sommes ravis de vous avoir chez nous, mais si vous voulez rester, il va falloir payer. Comment tu écris ça? Bon. Quoi t'as dit? Poste chaud, c'est Alors, ça? ça s'écrit postache.io. Ok. Voilà. Donc, c'était un abonnement au mois et sincèrement, je le sais pour avoir fait des blogs d'année en année, c'est pas des blogs qui sont vus par énormément de monde avec une fréquence énorme, donc ça valait pas la peine que je passe à du payant. Donc, ben, j'ai laissé Postachio, j'ai repris un autre blog qui était gratuit. Bon, d'accord. Mais t'as pas essayé de leur dire que c'était pour l'éducation et qu'ils pouvaient peut-être, tu sais, te faciliter un peu les choses? Non, des Alors, fois, ça. ouais, j'aurais peut-être pu, mais si tu veux, j'étais un peu dans l'urgence l'année dernière, beaucoup de boulot, et là, du coup, j'ai ça qui arrive, donc je me dis, bon, et je passe à autre chose, c'est pas grave. C'était pas, comment dirais-je, c'est pas ma priorité. C'était juste un petit coup de bon, bah, j'ai C'était transféré ça, ça m'a pas pris. Oui, c'était quelque chose qui est en lien avec Evernote, c'est ça en fait, hein? C'est ça? Si j'ai oui. compris. En fait, il accède à un carnet. Mhm. Il note dans ce carnet si elles ont un tag, je ne sais plus quel tag tu mettais, mais à ce moment-là, il détectait le tag et il est présenté en billet de blog. D'accord, ok. Non, c'était tout simple, mais ça fonctionnait bien. Bon, bah, au revoir Postachio. Et cette année, pour le blog, parce que je vais en refaire un comme chaque année, je voulais quelque chose de facile, auquel je puisse accéder rapidement. Que l'autre service de blog que j'ai utilisé l'année dernière en remplacement, c'est sympa, mais sur ma tablette, ça passe mal. Donc, bon, c'est toujours un petit problème d'ergonomie sur les tablettes, ça me gonfle. Mais, donc, j'ai laissé tomber. Et ben, je me suis dit, cette année, je cherchais, puis j'ai lu un article sur un de mes blogs préférés, c'est Tilécole. Et le collègue de Tilécole, il proposait de faire un mini-site en quelques clics. En fait, ce qu'il faisait, il prenait une note qu'il partageait, qu'il reconvertissait, et ça ressemblait à un site internet, tout simplement. Une note partagée, un site pour une petite équipe. Ben, je me suis dit, ça tombe bien. Allez, je le reprends à mon compte. Au lieu de le partager avec les collègues, je vais le partager avec les parents. Ça va me faire un petit blog, tout simplement, où je vais pouvoir mettre mes images rapidement, mon texte rapidement. Ça va Et être les parents tranquille. sont réceptifs à ces blogs de classe? Alors, à chaque réunion, maintenant j'ai la question, est-ce que vous allez faire un blog? Est-ce que si? Donc je le fais parce que moi ça me plaît. Mais honnêtement, la fréquence, le nombre de personnes qui viennent voir le blog me désole un peu chaque fois, quoi. Ouais, c'est dommage ça.
C'est ça, mais même, je vais même te dire, c'est dans le même élan. Maintenant, je donne une adresse mail aux parents pour qu'ils me joignent, pour prendre les rendez-vous, parce que c'est plus simple pour moi qu'ils m'envoient un mail en me disant est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ce jour-là? Je leur dis non, prenez celui-là, ce créneau-là, je suis disponible. Bon, j'ai essayé l'année dernière, j'ai reçu, allez, quatre messages mail de deux familles en tout. Donc ça, on sent que c'est encore pas encore entré de mon côté. Là, peut-être ça reste encore quelque chose d'un peu, je sais pas de votre côté si c'est plus actif, mais alors du mien. Moi là cette année je travaille vraiment avec Classe Dojo, j'en avais parlé un petit peu l'année dernière. Donc Classe Dojo c'est un système de points là, hein, plus c'est pas du tout du système de blogging, mais en tout cas à travers les appréciations que je peux mettre live entre guillemets aux élèves, on peut aussi contacter les parents. Et dès le début de l'année, Classe Dojo c'est super bien fait, vous uploadez votre classe au format Excel en un clic, vous avez tous vos élèves et il génère automatiquement un fichier qu'on peut imprimer et qu'on peut coller dans le cahier avec les codes pour les parents, les codes élèves et tout ça. Et franchement, l'année dernière, je l'avais fait en milieu d'année, donc ça n'a pas bien pris. Là, je l'ai fait dès le début de l'année, premier jour, en donnant les papiers habituels et tout ça. Et j'ai plein de parents qui ont téléchargé l'application, qui sont connectés. Et du coup, j'ai plein de parents un peu trop, là, qui, depuis quelques jours, m'envoient des messages tout le temps, parce qu'ils prouvent bien qu'ils sont beaucoup plus sur leur smartphone que sur leur ordinateur, quoi. Bah d'ailleurs, à ce propos, j'ai eu la première surprise cette année. Je sors un petit peu de l'idée, mais tu vas voir, ça rejoint ça. J'ai demandé à mes élèves sont des CP, quoi, ils ont 6 ans. J'ai demandé combien d'entre eux avaient déjà touché un ordinateur. Alors, toucher un ordinateur, j'en ai 5. Ouais. C'est pas énorme sur l'effectif que j'ai. Et par contre, quand je leur demandé toucher une tablette, là, il y a toute la classe qui a levé la main. Ouais, c'est sûr. Donc, ça y est, on est passé. Mais c'est évident. Voilà. Mais Ça, c'est évident. voilà. Mais je pense que c'est une question d'habitude, quoi. Après, ça Et, viendra. et souvent plus tôt, ils passent sur les tablettes qu'avant, ils passaient sur l'ordinateur, je trouve. Bah, après, moi, je les comprends, hein, franchement, si je pouvais échanger mes ordis de classe par des tablettes, je le ferais de suite, hein. En termes d'accessibilité pour des gamins du primaire, mais c'est le panard. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il faudrait qu'on en parle un peu plus lors d'une émission de tout ça, d'accord. Ok, Yes. donc Evernote de retour pour ton blog, quoi. Eh oui, oui, bah, je vous donnerai des nouvelles hein, d'ici la Et fin ton- de l'année. Profite de donner l'adresse alors peut-être du blog, non? Non, ça va être plutôt un blog pour les parents, donc je vais la garder, mais je mettrai mon blog perso. D'accord. Bon, ça marche. Parce que tu l'as fermé ton blog ou c'est ouvert, c'est public? Ah non, le blog est ouvert, mais bon, comme l'adresse est encore, je l'ai pas encore passé par raccourcisseur, elle est affichée D'accord. dehors. D'accord. Très bien. Bon, je crois que le temps passant vite, on va peut-être arrêter là pour les outils aujourd'hui et Oui, avancer oui, bien sur sûr. les innovations, si ça vous va, hein? Et donc, Très bien. Seb, tu veux nous parler de la simulation globale. Alors, Kezako. Ouais. Ouais, donc en fait une simulation globale, c'est en fait une espèce de jeu de rôle, hein. Enfin c'est en fait le nom est bien trouvé, c'est une simulation. Et là bon, moi j'ai des apprenants qui vont partir en France pour participer à la COP 21, cette conférence pour le climat. Ah oui. Et donc pour les préparer, puisque ce sera à Paris, on a différents ateliers pour les débutants, mais pour les plus avancés, on va faire une simulation de cette conférence avec eh bien toutes les discussions, les négociations qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, plus eh bien, les prononciations de discours, etc. Donc on fait ça avec 3 collègues et on va mettre ça en place eh bien en fait en octobre. Et c'est juste pour vous dire que j'essaierai de vous tenir au courant de l'utilisation du numérique dans cette simulation globale, parce que les simulations globales en langues étrangères, on connaît plutôt bien. Il y avait l'immeuble, donc chacun créait son personnage, créait son intérieur, et puis l'animateur, le prof, mettait des événements qui faisaient que eh bien les apprenants devaient interagir entre eux pour résoudre des problèmes. Par exemple, si vous êtes dans un immeuble et que votre voisin fait la fête tous les soirs jusqu'à pas d'heure, il faut aller le voir pour essayer de discuter avec lui et résoudre le problème. Donc là, on va la faire autour du climat.
et puis du thème de cette conférence COP21, et j'essaierai de vous tenir au courant de ça. Pour ceux qui veulent vraiment savoir comment ça se déroulera et tout, je ferai un compte rendu très précis dans les podcasts plus consacrés au FLE sur Agito. Vous savez qu'il y a ces émissions, les agités, que j'anime avec Fred et Pascalide, et on a cette petite partie donc expérience où numéro après numéro, on raconte un peu comment on avance sur un projet précis, et donc ceux qui veulent suivre vraiment comment ça s'est passé et comment ça se passe, puisque ce sera en cours en fait, et vous pourrez écouter ces émissions sans problème. Voilà, ce sera mon aventure du trimestre. On pourra peut-être rapprocher de ça des Serious Games aussi éventuellement, parce que je pense qu'il y a des passerelles avec ça aussi. Ouais, c'est toujours un peu cette idée, quoi, de créer une atmosphère, une ambiance la plus proche possible de ce qui pourrait se passer dans la réalité, ouais. Tout à fait. Ok, merci Seb. Jeff, tu nous parles de ton projet Biode de cette année? Ouais, je voulais un petit peu revenir dessus. J'en avais parlé un petit peu, ça avait été un peu mon fil rouge l'an passé. J'avais peut-être pas fait trop de bilan de l'année. En gros, donc je relance ce projet, en tout cas le BIOD, je rappelle, c'est l'utilisation des appareils numériques des élèves. Donc je voulais faire un petit bilan rapide sur l'année. J'en étais plutôt content parce que je repars cette année. J'avais eu beaucoup moins de soucis, en tout cas au point de vue connexion, puisque chez moi on a eu une bien meilleure connexion en ce moment, donc ça s'est plutôt bien passé. Pas trop de problèmes de photos volées ou des choses comme ça en fin d'année. Donc les élèves avaient bien marché, c'était plutôt pas de problème non plus de vol, de casse, etc. Pas mal d'expériences qui ont plutôt bien marché sur la fin de l'année, des expériences de comment ça s'appelle, justement de quiz en direct, un peu socrative, on en parlait tout à l'heure. Je l'avais retenté, ça marchait avec une bonne connexion, ça marche plutôt pas mal. Et j'avais fait faire à la fin d'année, j'avais fait faire un petit questionnaire aux élèves pour voir un peu ce qu'ils en avaient pensé. Donc c'est un peu ça que je voulais parler de ce soir. J'avais posé quelques questions aux élèves, donc j'ai presque 58 réponses, 58 élèves qui avaient répondu. Donc j'avais posé comme question pour la première, est-ce que ton utilisation de ton appareil numérique en classe est une bonne chose? Donc là, à 93%, ils ont répondu oui. Bon, ça c'est une question que je m'attendais un petit peu, ça me semble normal. Ensuite, j'avais posé comme question, est-ce contraignant d'apporter ton appareil à chaque cours? Donc là, pas de souci, non, à 96%. Et après, j'ai posé comme question, as-tu utilisé ton téléphone portable en cours? 77 personnes ont répondu oui, et j'en ai eu 22, quand même 22,6 donc, qui ont répondu non. Donc il y a quelques-uns quand même finalement qui ont apporté leur appareil, mais qui ne l'auraient pas utilisé. Tu parles d'utiliser à des fins personnelles? Non, là en général, là c'était vraiment général. Je vais y venir après dans le plus particulier. Et as-tu utilisé ta tablette en cours de techno? Il y en a 45% qui ont dit oui, donc il y en avait très peu qui avaient apporté leur tablette au lieu de leur smartphone. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait avec leur appareil en classe. Donc moi j'avais utilisé beaucoup Twitter, donc à 77% ça a été Twitter. Ensuite il est arrivé pour prendre des photos à 61%. 58% pour faire des recherches, 48% pour faire des vidéos, donc les 4 là. Et après on avait un peu plus de moins, il y avait pour faire des montages photos à 16%, pour collaborer entre élèves 6%, c'est là où il faudra peut-être que je travaille les prochaines, sur la collaboration entre élèves. Ils sont très peu servis. L'un à côté de l'autre en même temps. Ouais, mais j'aurais voulu qu'ils collaborent peut-être peut-être en dehors, c'était peut-être la question qui est peut-être mal, voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être pu poser la question sur en dehors. Ouais. Voilà. Mais la collaboration peut être simplement un échange de fichiers ou une chose comme ça aussi. J'avais pensé à ça aussi. À revoir en tout cas ça. À revoir. Et répondre à la question du prof, tu vois, en dehors des cours, il y en a 9% qui m'ont répondu. Ouais, rien de bien surprenant non plus. Ouais, voilà dessus. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. Ensuite, je vais te poser quels étaient les freins à l'utilisation de leur appareil en cours. J'aurais demandé est-ce que c'était la crainte du vol. Franchement, il y a personne qui avait la crainte du vol. Il y en a
Il y en a qui m'ont répondu pas du tout à 63%. Est-ce que le frein c'était la batterie, un problème de batterie? Il y en a, ils m'ont répondu pas du tout à 60%. Est-ce que la connexion internet qui était pas fiable, c'est vrai que j'ai une connexion qui n'était pas internet, est-ce que c'était un problème? Finalement, à 56%, ils m'ont répondu que non. Est-ce que les problèmes techniques, ça peut être un frein? Pas du tout à 56%. Il y en a qui m'ont. Après j'ai posé comme question l'intérêt. Est-ce qu'il y avait un intérêt dans une classe? Ils m'ont dit oui, bien sûr, à 76%. Est-ce que tu as installé des applis? J'aurais demandé spécialement pour le prof. Donc là, ça me permettait de voir un petit peu. Finalement, il y en a que 61% qui m'ont dit oui. Donc c'est ça qui m'a inquiété. Je me suis dit finalement, avec la liste d'applis que je leur ai donnée, il y en a pas beaucoup qui l'ont installé. Bah si, mais ils les ont pas utilisés que pour toi, tu vois. Ouais, peut-être. J'ai peut-être mal analysé le truc. Ouais. C'est la question qu'elle va le poser. Ouais, peut-être aussi. Et alors j'ai demandé les applis qu'ils avaient installées pour la classe. Donc Twitter forcément. Et finalement en deuxième, ça a été Telagami. Je sais pas si vous vous souvenez de Telagami. Bien sûr. Et ça leur a plu. Ils l'ont vachement utilisé pour des choses que je pensais pas. Et après, il est sorti AirDroid. Alors AirDroid, moi, c'est l'application, vous savez, pour échanger entre un téléphone et un ordinateur. Vous savez, Ça, je suis un grand fan, moi. ouais, ils l'ont vachement utilisé, ça. Ouais. Alors après, un truc que j'étais mitigé, vous me direz ce que j'en ai, j'aurais posé la question s'ils avaient appris une nouvelle chose sur l'utilisation de leur appareil. Il n'y a que 41,9% qui m'ont dit oui. Bon. J'ai fierté mal placée. C'est pas mal. Hein, ouais, c'est pas mal. Et alors par contre la question qui tue après je leur ai demandé est-ce que vous avez utilisé votre appareil en classe à des fins personnelles? Je leur ai mis SMS, chat, Facebook, etc. Je leur ai dit c'était anonyme, hein, attention. Hein. Finalement il n'y en a que 19% qui m'ont dit oui. Bon, est-ce que là il y a de la, je sais pas, voilà. Est-ce qu'ils auraient Je pense que comme tout sondage c'est super intéressant. Après par rapport à cette dernière question, dans ton collège, elle est pertinente parce que vous avez c'est ton admin réseau, donc c'est facile. T'as autorisé Facebook, tu vois. Dans mon établissement à moi, c'est même pas la peine. De toute façon, ça passe pas. Donc, elle aurait même pas lieu d'être cette question. Déjà, ça c'est la première chose. Ouais, mais le SMS, oui. Ah, le SMS, oui, tout à fait. Oui. Le SMS, Voilà. oui. Mais et après, j'aurais. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y. Mais termine, on en parlera. Alors, j'ai posé une dernière question après, sur plus libre. Je leur ai dit est-ce que vous avez des idées sur l'utilisation d'autres idées sur les appareils numériques en classe? Et parce qu'il est ressorti pratiquement dans toutes les réponses, c'est de créer des évaluations avec leur téléphone portable. Voilà. Enfin, que le prof crée des évaluations, pas eux. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, c'est moi qui crée des évaluations comme ça et qui peuvent répondre comme ça par leur smartphone. Ouais. Voilà, à y réfléchir. Ouais, écoute, moi, c'est deux choses que j'envisage là très sérieusement, c'est-à-dire faire des évaluations effectivement où les gens ramènent leur ordinateur, leur tablette. Smartphone, c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'on va demander d'écrire des textes, etc. Et ensuite, ouais, là aussi pour l'utilisation personnelle du portable, c'est je m'aperçois qu'avant, si tu veux, ils avaient quand même plutôt tendance à, s'ils avaient un coup de fil, donc c'est des adultes moi, avec qui je travaille, et qui font ça, ils prennent des cours de français pendant leur temps de travail, donc ils ont besoin, je peux pas interdire le portable, mais je m'aperçois souvent que avant, si tu veux, quand il n'y avait pas autant de portables, etc., quand ils avaient terminé une activité de cours et tout, qu'il fallait attendre les autres, ils avaient plus tendance, soit à relire leurs notes, soit à discuter avec leurs voisins. Tandis que là, ils vont tout de suite se plonger sur leur email de travail. Et je crois que c'est quelque chose que je vais essayer de traiter là pour le prochain trimestre, parce que je trouve que ça fait perdre un peu à la fois en attention et en efficacité. Bah ouais, je suis assez d'accord avec ce constat. Pour revenir sur ton enquête, je pense que voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que ça soit dans ton collège avec une certaine catégorie d'élèves. Enfin, voilà, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Je sais que nous, clairement, par exemple, la question du vol, moi, quand j'en ai parlé un petit peu en classe en fin d'année, parce que je voulais peut-être le faire cette année, c'est un truc qui est venu tout de suite. C'est le premier truc qu'on m'a dit. Par exemple, mais monsieur, si on monte nos téléphones après à la sortie, voilà, parce que je pense que c'est un plus gros établissement, peut-être tout simplement. Hein. Ça va être le problème des tablettes qui aussi, hein,
tu sais, les classes tablettes qui repartent avec. Il y a eu pas mal de raquettes aussi, des machins comme ça. Il va falloir. Ah, tu dis pour les gamins qui ont les tablettes qui repartent à l'extérieur. Il y a eu pas mal de cas comme ça, ouais. Bah, sauf si c'est généralisé à un moment, si tu veux, et que tout le monde en a. Mais effectivement, si ça reste une classe expérimentale pilote, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ouais, complètement. Mais Ouais, bon. bon, donc voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, enfin, je trouve ça surtout sur l'histoire à l'extérieur, ils l'utilisent pas plus que ça en fait, et ça, c'est dommage. Ce qui serait intéressant, c'est de prolonger ça en fait. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment que je travaille sur cette histoire qui collaborent un petit peu entre eux et sur cette histoire de travailler à l'extérieur avec. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais j'ai relancé en tout cas l'expérience cette année en tout cas. Ok, bon, on va avancer un petit peu parce que L'heure passe. on a pris du retard. mine de rien, on a pris un peu de retard. On va parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe. Donc, moi, je vais parler rapidement, tout simplement, du colloque Cyberlang dont je fais partie et que j'organise et qu'on a organisé cette année à Tournant-en-Brie, donc dans l'académie de Créteil, qui s'est vraiment super bien déroulé. Et je vous invite donc à aller voir en fait. Alors, deux choses. Si vous voulez vraiment les actes du colloque, ils commencent à être publiés directement sur le site, cyber-lang au pluriel.fr, cyberlang.fr. Et du coup, vous aurez donc les actes, purement et simplement. Sinon, le café pédagogique aussi, puisqu'on a un correspondant qui assiste chaque année au colloque, fait un blog en fait sur le site du café pédagogique. Là, j'ai partagé mon écran que vous pouvez trouver en tapant Cyberland café pédagogique, où vous aurez un compte rendu de tous les ateliers. J'ai animé un atelier sur le son et les langues, avec plein de trucs et astuces pour traiter le son et optimiser ses ressources audio en tant que prof de langue. Voilà, donc profitez-en. Et puis j'ai rencontré plein de gens super bien encore cette année que j'espère avoir dans l'émission avec plein de super projets, plein de super trucs. Donc je pense qu'on les aura et qu'on aura un bon moment ensemble. Voilà. Ok. Ouais, sympa l'article sur le web pédagogique. Enfin, 17 articles, moi j'avais vu quand je suis allé les lire. Et non, c'était bien de voir le compte rendu, quoi. C'est sympa, ouais. Puis c'est vrai que ça donne un peu de poids aussi au colloque parce que j'en profite pour lancer un peu un appel. C'est vrai que c'est marrant. J'ai l'impression que il y a quelques années de ça, ces nouvelles technologies entre guillemets étaient encore tellement nouvelles qu'il y avait beaucoup d'effervescence autour de ça. Et maintenant qu'on en parle beaucoup plus, que c'est plus des nouvelles technologies entre guillemets, ça reste de la technologie du numérique et c'est super parce qu'on tend vers la généralisation de ces usages. C'est ce qu'on souhaite en tant que formateur absolument. Et ben du coup le colloque en tant que tel, on a toujours le même noyau de fidèles qu'on est heureux de retrouver chaque année, mais c'est vrai que l'affluence n'est pas bien plus importante que les autres années. Peut-être pas les dates sont peut-être pas super judicieuses, mais bon. Ça, c'est un débat qu'on a eu en AG en fin de colloque, mais tous les points de vue, c'est pas judicieux pour certains. Si on le fait plus tard sur d'autres petites vacances, ça l'est encore moins pour d'autres. Non, mais vous êtes surtout, il y a quand même Ludoviac en même temps, qui est aussi un gros truc, quoi. Voilà. Tout à fait. Et voilà. on aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Voilà, en tout cas, allez voir les comptes rendus si ça vous plaît, il y a pas mal de choses. Et voilà, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai vu parce que j'aurai le temps d'en reparler au cours de l'année là, mais on a rencontré des éditeurs, Linguascope notamment. J'ai re-rencontré le livre scolaire qu'on connaît bien, qui a présenté son tout nouveau site récemment. Société qui s'appelle Édition Maison des Langues, qui m'a parlé un peu de toi, Seb, parce que tu as l'air d'être connu dans le FLE, mon grand, mais dans le monde entier. Voilà, donc du coup c'était super sympa et j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà. Ok, Seb, tu veux y aller? Moi. Ouais. Allez, Donc moi, je vais faire très vite parce que je vois qu'on est un petit peu à la bourre. Donc, j'ai simplement noté 2 MOOC français langue étrangère qui allaient ouvrir. Donc, c'est vraiment pour les gens qui apprennent le français. Ces 2 MOOC sont sur France Université Numérique. Il y en a un qui est pour des débutants en français langue étrangère, donc qui s'appelle tout simplement le MOOC de français langue étrangère. C'est pas très original comme titre, mais il faut avoir suivi entre 80 et 100 heures de cours de français.
et c'est un petit parcours à travers Paris et on voit différents aspects culturels, donc sur la culture, les activités, les boutiques, la cuisine, le sport, etc. Donc ça va durer 7 semaines et puis ça commence le 5 octobre. Et il y a un deuxième MOOC qui va lui ouvrir après, il commence le 2 novembre et qui s'appelle Parole de FLE. FLE, c'est toujours français langue étrangère, et qui là s'adresse à un niveau B1, donc c'est un niveau intermédiaire, niveau B1 acquis. Donc dans l'équivalent éducation nationale, si je dis pas de bêtises, il me semblerait que ce serait des élèves qui par exemple sortiraient de terminale en anglais, quoi. Donc là un peu ce niveau-là, donc du B1 acquis, ouais. On tend à B2, mais c'est B1 acquis, ouais, tout à fait. Ouais, et là donc ça dure 5 semaines et puis c'est un peu plus technique puisque c'est vraiment résumer des documents, hiérarchiser des informations, faire des comptes rendus, interpréter des discours, etc. Et donc c'est 2 MOOC gratuits qui pourront sans doute être intéressants sur la plateforme Fun. Moi j'ai suivi quelques MOOC sur cette plateforme. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient moins bien. On verra ce que cela donneront. Ils ont été faits par l'Alliance française de Paris pour le premier, et le deuxième, j'ai oublié un peu qui s'en occupait. Ah oui, c'est ça, c'est l'université de Nantes qui s'en occupe. Voilà. Très bien. Donc à mon avis, ça va être sympa. Moi, je vais essayer de les suivre juste pour voir ce que ça donne. Merci pour ces infos qu'on essaiera de... On mettra tout ça dans les notes de l'émission, Jeff, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on va arriver bientôt à la fin de ce podcast, un peu plus long que d'habitude puisque c'est le premier, et puis parce que il y a eu des petits soucis techniques, hein, bien sûr. Et on va parler d'autre chose, ouais. On va parler d'autre chose avant de se quitter, voilà, comme prévu. Et moi, je vais vous parler tout simplement d'un disque et d'un bouquin que j'ai lu cet été. Alors, le disque, en fait, c'est un artiste anglais qui s'appelle Frank Turner, qui est quelqu'un qui vient plutôt du punk rock, qui a hurlé dans un groupe qui s'appelait Million Dead pendant longtemps, et qui maintenant fait de l'acoustique, s'est reconverti, fait des super jolies chansons depuis maintenant 10 ans. Vous pourrez aller écouter son nom, Frank Turner, c'est assez classique comme nom anglais, mais voilà. Et il a sorti en fait un album cet été qui s'appelle Positive Songs for Negative People, ou l'inverse, plutôt Negative Songs for Positive People, je sais plus. Et en tout cas, il a surtout sorti un livre qui s'appelle The Road Beneath My Feet, qui est un roadbook en fait sur tous les concerts qu'il a pu faire. En fait, c'est un mec quand même, il faut se dire aujourd'hui, qui fait entre 250 et 300 dates par an. Donc vous faites le compte, dans une année, c'est quelqu'un qui n'a même plus de chez lui en fait, qui est toujours sur la route. Et c'est vraiment croustillant à lire, même si on n'est pas spécialement dans la partie, on va dire, mais si en plus vous aimez la musique, vous connaissez un peu tous ces trucs de tournée, vous allez vraiment plonger dedans à 2 pieds joints. Voilà, alors pour l'instant il n'y a pas de version française, j'en suis désolé, je crois que c'est en cours de traduction, ça devrait arriver, et sinon il existe aussi en audiobook. Donc en tout cas, écoutez ces disques, ce garçon, et éventuellement plonger dans cette lecture. Voilà. À 300 dates, comme ça, il n'a pas le problème pour avoir son statut d'intermittent. Ah, lui, non, mais bon, voilà, c'est les anglophones, c'est pas bien ce statut, donc ils ont plutôt intérêt à envoyer du texte. Non, et ce qui est génial chez ce mec, c'est que il peut faire du coup la O2, l'O2 Arena, là, comme on dit, ou alors même le Wembley Arena, donc pas le stadium, hein, mais la grosse salle de Wembley, un samedi, et le lendemain jouer, sans mentir, dans un pub, dans un village anglais en solo, quoi. Et alors maintenant c'est un peu plus compliqué parce que comme il commence vraiment à être connu, il y a des problèmes de gestion de flux parce que tous les concerts sont annoncés par tweet ou voilà comme ça. Mais au tout début, il a vraiment fait sa famous, il est devenu vraiment connu grâce à ces tournées incessantes, quoi. C'est un truc de fou furieux. Voilà. Vous irez découvrir. Ouais, moi je vais aller regarder ça. Voilà. Et toi, de quoi tu nous parles, Seb? Alors moi je suis rentré en France cet été et j'en ai profité pour aller visiter le Père-Lachaise. J'avais encore jamais visité le cimetière. Et puis j'ai découvert ce cimetière avec Bertrand Beyer. Donc, Bertrand Beyer est nécrosophe. C'est comme ça qu'il se présente sur son site, hein. Vous aurez les liens sur... Et non pas nécrophile. Non, pas du tout. La même racine. Je pouvais pas ne pas la faire.
Non. Donc, il est nécrosophe. Et je suis allé faire. Donc, il fait des visites guidées du Père-Lachaise. Il en fait 2 par jour. Une à 10h et une à 14h15. En fait, c'est assez marrant parce qu'il donne rendez-vous devant la mairie du 20e arrondissement. Et puis, on part direct avec lui au cimetière. Et selon le jour, eh ben, on a un thème de visite. Donc moi, le jour où j'y suis allé, c'était Safari Nécropolisson, donc une visite érotique du Père-Lachaise. On y Et, arrive. Érotique. Oh. ouais, non mais c'était très drôle. Bon alors déjà, franchement, Bertrand Bayard parle super bien. Donc c'est un vrai spectacle, hein. C'est vraiment un spectacle itinérant. C'est très agréable à écouter, il y a beaucoup d'humour. Et c'était évidemment sur plein d'anecdotes érotiques, notamment par exemple une avec un ministre qui s'était fait surnommer Pompe le Mousse dû à ses relations avec un marin et qui a connu une fin tragique. Mais, Rassure-moi, t'as pas été avec les enfants là, non? non, j'y suis pas Non. allé avec les enfants. Non. Mais ceci dit, il y avait aussi il y avait 2 ados qui étaient avec nous et il les a prévenus, il disait attention, c'est pas des visites pour jeunes filles, vous êtes sûrs? Et puis ouais, elles ont fait la visite. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que bon, alors la visite, quand il commence, il dit bah écoutez, moi, tant que les gens me suivent, je continue à parler. Et puis donc vous pouvez partir quand vous voulez. Nous on a fait 3 heures quand même de visite, mais ça continue encore. 3 heures. Ouais, mais ça passe tout seul en fait. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment un spectacle. Il chante, il fait des jeux de mots. Il y a il y a tout un tas de poèmes déclamés, etc. Et c'est vraiment drôle. C'est vraiment comme un spectacle. Et puis, bah, c'était une belle balade dans le Père-Lachaise et puis une façon de découvrir ce cimetière assez marrante. Donc il y a plein de thèmes. Donc moi j'avais fait Safari Nécropolisson, mais vous pouvez avoir les grands destins tragiques, les assassins, accidents. Humour noir, etc. Il y a plein de choses comme ça. D'accord. Parce que bertrandbayern.fr, hein, c'est ça le site, je crois. Ouais, bah, j'ai mis le lien dans le doc, donc tu pourras le mettre comme ça. Et il n'y a pas de réservation, hein, vous allez à la mairie et puis donc c'est 10 € par personne. D'accord. Bon, Voilà. sympa alors. Et ben on Eh ira bien. voir. Ouais. En tout cas, Ah bah, moi, je suis allé au sur le site, il y a un lien vers un site de spectacle de Paris et vous allez voir toutes les revues, enfin je vais vraiment les anglicismes, tous les retours des gens qui ont participé sont positifs. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je recommande. D'accord. J'ai fait plusieurs fois le Père-Lachaise et ça fait envie de le faire sous cette. Ouais, c'est vrai, ça va pas mal. Ah, c'est drôle, ouais, c'est vraiment drôle. Son site a pas l'air de super bien marcher, mais bon. Non, en ce moment, j'ai vu qu'il avait quelques problèmes techniques. Ouais. Bon. Et ben Très bien. Ouais. Est-ce d'autres choses à ajouter? Quelqu'un? Non, rien. Très bien. Bon, rien de particulier, hein, je vais pas revenir à ce que j'ai dit au début, hein, pour nous retrouver, c'est assez facile, hein, sur i-teachers.fr. Hein. Très Voilà, bien. on fera simple. Et ben écoute, Juste une chose, on finit comme d'habitude pour vous retrouver vous personnellement, comment Sébastien Ouais. Bah moi, vous pouvez me retrouver sur le blog Agito, où là il y a un peu tous les liens, tous les réseaux sociaux, et puis pour me retrouver de manière un peu plus personnelle, bah, The Trousseb sur Twitter, et puis sur Google+, bien sûr. L'autre Sébastien, de Nice. Voilà, moi ce sera sur Twitter avec @tuteur. Guillaume. et moi j'ai mis ma couronne parce qu'aujourd'hui on a quand même oublié de dire un truc important, c'est que ça y est, Madame Elisabeth II, reine d'Angleterre, a dépassé le record de longévité de règne. Elle a même battu la reine Victoria, qui était la dernière monarque anglaise à détenir ce record. C'est la reine vivante qui a régné le plus longtemps, puisqu'elle a régné aujourd'hui 62 ans. D'accord. Imaginez-vous donc. Voilà, donc j'ai mis la couronne en son honneur. Ça t'a permis de jouer encore une fois avec ce petit Une dernière fois. Promis, je ne fais que la saison. Vous pouvez me retrouver pareil sur Google+, sous mon nom, hein, Guillaume Augier. Sinon, sur Twitter, @willo_teach, T-E-A-C-H. Voilà, la reine d'Angleterre qui a un fils très patient quand même. Oh, putain, ouais, et imagine le petit-fils, ouais, il est patient quand même. Le pire, c'est qu'il risque de pas régner longtemps, du coup, imagine, il chope un cancer, le pauvre, hop, dégagé. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est vrai, il va monter sur le trône, il aura presque 70 ans. Bah, c'est fou.
Bah, Ouais. ouais, c'est Je dingue. sais pas quoi répondre. Non, je sais pas, il doit te dégoûter un peu, non? Ouais, bah, T'imagines, sûrement. ta mère, elle règne 62 ans, quoi. C'est T'as dur pas la envie vie de la quand même. pousser De... dans les ouais. escaliers, en fait. Ouais. Allez, ça aurait été la reprise, on dit des bêtises après, Ah, je suis sérieux, promis. et ben, dans 15 jours, les gars. Eh ben oui, dans 15 jours, si on ne peut pas virer déjà depuis, mais c'est possible qu'on me vire. Allez, À bonne dans 15 soirée. jours. Allez, bonsoir.